On est présentement à l'Écomusée du Fier-Monde et la soirée est organisée par la Ligue des droits et libertés. Liberté d'expression, panélistes, public, plaisir, discussion, débat. Sur les concepts et les enjeux autour de la liberté d'expression. Je pense qu'on va parler de racisme systémique dans les enjeux culturels. Moi, je vais parler du droit à la ville. Avec cette soirée, la Ligue des droits et libertés veut contribuer à la réflexion sur les conditions d'exercice de la liberté d'expression dans le contexte de nos sociétés actuelles. Une des questions qu'on va se poser ce soir, sous différents angles avec nos panélistes, quelles sont les conditions minimum pour exercer cette liberté d'expression et pour prendre part à la vie publique? Ce soir, je vais parler donc de toute la question de la liberté d'expression vue par les peuples autochtones, donc plus de la question de la visibilité ou de l'invisibilité dans l'espace public. La liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement. En fait, c'est manifester, exprimer ses idées sur la place publique, c'est faire des blagues, écrire des articles de journaux. La liberté d'expression, je pense que c'est la capacité à se dire, à pouvoir s'écrire et à pouvoir donner sa version des faits, espérer être entendu par toutes et tous. Le mot censure est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Ce qui est intéressant de noter, c'est qui utilise le mot censure? Qui se pose en martyr de la censure? De quel pouvoir jouissent ces martyrs de la censure sur la place publique? Tous et toutes n'ont pas le même pouvoir de se faire entendre dans l'espace public. Il existe une grande inégalité dans l'accès à la prise de parole et aux tribunes. Certains ont des porte-voix, puis crient dans nos oreilles. Il y en a d'autres qui arrivent juste à chuchoter. Comment on fait pour tracer la ligne entre critique, compétition des idées dans le supposé beau marché libre des idées, et la censure? Une conférencière controversée qui déciderait par elle-même d'annuler une conférence parce que des partisans du camp opposé ont organisé une contre-manifestation puis distribué des tracts discréditant son propos, est-ce qu'elle est victime de censure ou elle est simplement critiquée? On constate un problème dans la manière dont les enjeux des peuples autochtones sont traités dans l'espace médiatique au Québec, notamment dans le fait que tout ce qui est mis de l'avant est généralement un problème, en faisant abstraction notamment de tout le beau qui se passe, donc dans la question de l'autodétermination notamment, dans le plus en plus de personnes qui, comme moi, ont des diplômes universitaires, travaillent pour le milieu autochtone. Mon intervention de ce soir a essayé de résumer un peu une sorte de témoignage de ma présence à Montréal-Nord depuis quasiment 2 ans. L'idée, c'était de parler de tout l'enjeu qu'il y a eu autour de la reconnaissance de la mort de Freddy Villanueva dans un espace public qui a été inauguré cette année, donc le 21 septembre 2018. Et puis l'idée, c'était de parler de la façon avec laquelle les individus et les groupes peuvent avoir accès à la ville. Reconnaître Freddy, c'était évidemment reconnaître les faits, mais surtout justement arrêter de tergiverser sur la dignité des gens. Donc il y a une plaque qui a fini par être installée sur la place qui s'appelle la place de l'Espoir. L'idée de reconnaître et d'avoir enfin un espace qui ancre la phrase du coroner qui dit « Freddy ne méritait pas de mourir » a été une sorte de négociation minimale. Mais des négociations, ce qu'il est sorti, c'est d'abord tout un processus qui est interne au territoire et qui était comme une sorte de healing collectif en fait. L'idée, c'était de dire, trouvons la chose autour de laquelle la plupart des acteurs seront minimalement satisfaits. À travers ce processus-là, ils ont aussi cheminé et ils ont aussi été amenés à nommer les choses. Parce que je pense que sur ces enjeux-là, le déni est évidemment la pire des façons de travailler et de vivre les choses. Alors on a mené cette consultation durant 1 an sur le racisme systémique, puis on va appeler un chat, justement pour donner la parole. Notre objectif premier, c'était de récolter des témoignages, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément, pour entendre des vécus, des situations réelles de discrimination. On a documenté finalement les pratiques excluantes et on a essayé de comprendre les causes et les effets, les répercussions sur ces personnes, sur leur parcours, sur leur vécu, leur trajectoire de vie.
et pour arriver finalement à des recommandations. 31 recommandations à travers 6 blocs. Ce qui est ressorti du rapport au niveau des témoignages, c'est qu'il y a des répercussions individuelles et des répercussions collectives. Individuelles sur le vécu des gens qui vivent de la pression psychologique, qui vivent de la détresse psychologique. Toute la question de l'estime de soi, la question du burn-out, de la dépression ressort régulièrement. Puis au niveau collectif, c'est d'une part le côté désarmé des groupes face à cette normalisation du discours et du racisme systémique, mais aussi une prise de conscience dans des actions, dans des regroupements qui sont une façon de s'impliquer, de militer, mais qui, paradoxalement, là aussi, va être repris par un discours dominant qui va dénoncer ces groupes qui se mobilisent et qui militent pour finalement leurs conditions sociales. La question de la représentation négative de certaines communautés, où on ne va pas justement vers une représentation positive, il y a toujours un stéréotype, il y a toujours un préjugé derrière. Toute ta carrière va être liée à ta catégorie raciale qu'on t'impose en passant. Il y a différentes pistes de solutions qui peuvent être envisagées pour pouvoir permettre une visibilité des peuples autochtones davantage donc dans l'espace public. Les théâtres professionnels qui pourraient permettre à des compagnies de théâtre professionnels autochtones d'avoir une scène, d'avoir une visibilité, qu'il y ait cette collaboration qui soit mise de l'avant, où les grandes compagnies médiatiques puissent financer davantage les émissions où on traite des enjeux autochtones par les Autochtones, parce que la vision, on se le rappelle, n'est pas toujours la même, ou aussi on pourrait financer des émissions qui sont en langue autochtone. Par exemple, on recommande que justement les institutions culturelles, médiatiques mettent en place des formations antiracisme pour leur personnel. Au niveau de recrutement, c'est de mettre en place des processus transparents. Il va falloir regarder comment on passe de réaction à transformation en profondeur, c'est-à-dire comment on est capable de transformer nos pratiques, nos façons d'être, d'agir et de faire pour éradiquer des façons de faire héritées d'un passé qui sont là et qui se perpétuent à travers des formulaires, des processus administratifs, des recrutements, des choix de programmation, de comités, etc. Et c'est là où on va voir finalement l'engagement de chacun, ce que j'appelle l'engagement authentique.